Donc, merci pour l'invitation. Donc, je suis ravie d'être là. Reims est au sud. Nous sommes sur Oragène. Reims est à l'ouest aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je fais du soin au CHU de Reims et je travaille dans l'équipe de Marie-Odile Krebs et Boris Chaumette à l'IPNP. Je fais du méthylome en routine aujourd'hui et en recherche. Et donc, on a commencé depuis assez longtemps, en fait, en pyroséquençage. Et puis, on a testé, j'ai vu qu'il y avait une présentation de méthylsec plus tard, mais on a commencé avec François Lezac il y a très longtemps en méthylsec. On a trouvé que ça marchait super bien, mais que ça coûtait très cher à l'époque. Et donc, on a fait des projets ciblés en pyroséquençage, puis en digital PCR. Et puis ensuite, on est passé en infinium, donc en EPIC. Et puis, Boris fait du RRBS, mais ça demande de la bioinfo un peu costaud. Donc moi, je fais du soin et mon topic, c'est de faire passer en translationnel des activités de recherche en soins. Et donc aujourd'hui, en équipement hospitalier, on avait à disposition du NGS, mais on n'avait pas d'équipement pour faire des EPIC. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On met en place une plateforme de soins EPIC. Alors pourquoi l'EPIC ? C'est un très bon compromis, c'est une diapo que vous connaissez, hein. C'est un compromis de couverture, des résolutions et de coût par échantillon. Alors effectivement, il y a des nouvelles techniques très innovantes, mais pour l'instant, ce n'est pas encore bien au point. Donc pour l'instant, le gold standard, ça reste l'EPIC. Alors, l'EPIC, pourquoi ? Parce que ça marche très très bien. Et aujourd'hui, en fait, moi je travaille avec Boris Chaumette et Pascal Varlet. Pascal Varlet, elle a publié dans ce très beau papier dans Nature, c'était l'équipe française qui a travaillé sur les tumeurs cérébrales en EPIC. Et aujourd'hui, en soins, on rend la classification de tumeurs en EPIC. Donc Pascal s'occupe du réseau INCA Rhénoclip des tumeurs cérébrales de l'enfant et le diagnostic est rendu à partir des EPIC. Et donc, il y a un collecteur de données avec à Heidelberg un cluster qui permet de rendre des rendus de résultats de ce type-là. On va classer le profil de la tumeur, on va regarder les CNV parce que souvenez-vous finalement que c'est une puce de SNP. Hein. Donc, on peut faire du CNV sur ces puces. Elles sont même très denses puisqu'on a 850 000 CPG. Et on peut faire de l'épivariant, par exemple MGMT. On peut regarder le profil de méthylation ciblé sur le promoteur de MGMT. Et donc aujourd'hui c'est passé en routine, c'est passé dans les classifications OMS 2021, le méthylome fait partie des recommandations professionnelles et aujourd'hui je vous montrerai qu'il y a des plateformes en France qui rendent du méthylome en soins avec une cotation de la liste complémentaire, ils utilisent la cotation de l'ACPA. Donc études pangénomiques, donc ça se fait en routine avec des codes que vous pouvez utiliser en routine, en soins. Alors pourquoi on s'intéresse au méthylome ? C'est Boris est psychiatre, il est chercheur et il travaille sur les facteurs de risque génétique en psychiatrie et s'intéresse en particulier à la schizophrénie. Donc il s'occupe d'un centre de référence sur Sainte-Anne de maladies rares avec expression psychiatrique et donc il s'intéresse depuis longtemps à ces IWAS, en fait, ces études pangénomiques de méthylation de l'ADN, et puis il s'intéresse aussi aux épivariants. Et donc, il s'intéresse en particulier à la délétion 22q11, où il y a une signature qui a été publiée. On travaille beaucoup dans le labo sur cette délétion, et vous voyez qu'on la voit bien en puce EPIC. Vous la voyez là, on la voit. Donc, on peut la confirmer par d'autres techniques, mais déjà, on la voit en puce EPIC. Alors, ce qui nous intéresse dans l'équipe de recherche, c'est ces corrélations. On a des patients avec des lésions 22q11 qui vont développer dans 40% des cas des troubles psychotiques et notamment une schizophrénie. Et donc, on peut prédire, enfin c'est ce qu'on cherche à montrer, prédire l'évolution clinique en fonction du profil en méthylome. Et ça a l'air plutôt pas mal. Je vous laisserai voir les topos de Boris, mais ça a l'air plutôt pas mal dans les résultats préliminaires. Alors, en troubles du neurodéveloppement, donc moi je suis dans le réseau NPGM DI, je suis référent sur certains gènes de déficience intellectuelle, c'est-à-dire que je me suis engagée à faire les études familiales des DPN, et donc l'idée c'est de monter des signatures de méthylation pour ces gènes si elles n'existent pas encore.
Vous voyez l'arbre décisionnel de l'ADI, vous la connaissez. On doit faire une ACPA, on doit faire un X fragile. Et puis, on peut éventuellement chercher des anomalies d'empreinte, un syndrome de Prader-Willi. Il faut exclure un syndrome d'alcoolisme fœtal. Voilà, tout ça, c'est jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de biomarqueur. Donc, vous voyez qu'en fait, toutes ces maladies, aujourd'hui, on peut les voir en puce épique. Le syndrome de l'X fragile, on le voit extrêmement bien chez les garçons avec mutation complète. On voit très très bien l'anomalie de méthylation en puce épique. Le Prader-Willi, c'est pareil, ça se voit très bien en puce épique. Je ne sais pas si Frédéric vous l'avez fait, mais en puce épique, on le voit extrêmement bien. Et puis, vous voyez, il y a un papier qui était sorti sur les signatures de méthylation dans le SAF. Alors, il y a eu un seul papier, mais je sais qu'il y a une équipe qui travaille là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas surveillé, mais je n'ai pas vu d'autres travaux récents sur le SAF. Mais vous voyez que si on arrive à répliquer, on aurait un biomarqueur, comme on l'aurait sur le valproate, on peut l'avoir pour le SAF. Donc, quels sont les objectifs aujourd'hui ? Mes objectifs, c'était d'identifier de nouvelles épisignatures pour les gènes dont je suis en charge dans le réseau DI. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le syndrome de Weidmann-Steiner. Ensuite, répliquer les épisignatures déjà connues. Et donc travailler sur des échantillons indépendants de l'apprentissage. Structurer un réseau français et participer au réseau européen. Donc, on a mis en place un réseau francophone neurométhyle. Donc, il démarre, il y a eu une seule réunion et donc on doit faire un doodle et inviter de nouveaux participants pour la prochaine réunion. L'idée, c'est de travailler en commun, mettre en commun notre expertise et surtout nos fichiers bruts. Quatrième objectif, colliger les variants reclassés après épisignature. Ça a été fait pour le KMT2A, mais en fait, on est en train de le faire. Donc ça, c'est un travail avec David Beau. On est en train de tout déverser dans MobiDetail. Et enfin, reclasser des VSI en routine. Donc, je vous montre des résultats de VSI qui ont été reclassés à la fois pour des signatures qu'on considère robustes et puis des signatures qu'on considère un peu moins robustes. Alors là, on est sur le syndrome de Kabuki. Vous voyez que c'est une signature qui est plutôt robuste, qui a été répliquée par plusieurs équipes indépendantes. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de patients qui ont été inclus dans la cohorte. Ici, c'est la cohorte épicine décrite dans le papier de Lévy 2022. Et vous voyez qu'il y a, c'est quand même une maladie assez fréquente, donc on a beaucoup de prélèvements passés en épique. Et vous voyez qu'en fait, on arrive à reclasser de façon assez robuste. Alors là, c'est un peu petit, mais vous pouvez me croire sur parole. Ce sont deux variants, un variant faux sens et un CNV de type duplication qui implique le gène KDM6A. Et dans les deux cas, on a pu confirmer que ça clusterisait plutôt avec les classes 4 et 5. Alors, il y avait un patient qui avait une suspicion de syndrome de Kabuki sans variant identifié, qui avait tout eu, qui avait eu de l'exome. Je pense qu'il est en cours de passage sur Euragène. Et ce patient, envoyé par l'équipe de Lyon, a été reclassé dans le cluster vert. C'est-à-dire, vous ne le voyez pas, c'est un petit rond violet. Il a été reclassé dans le cluster vert, donc on pourrait supposer quand même que c'est probablement un autre diagnostic et on attend le résultat de génome avec beaucoup d'intérêt. Alors, autre signature qui paraît assez robuste, même si l'accumulation de données fait qu'on devient très humble, et plus ça va, plus nous sommes humbles dans ce domaine. Donc ADM5C ou ATRX, et là on avait des patients, alors les cohortes sont beaucoup plus petites, vous voyez, il y a beaucoup moins de points rouges pour les classes 4 et 5, mais on arrive à reclasser à peu près les patients, et la distance entre les deux groupes est plutôt suffisamment rassurante pour dire on pense que c'est plutôt une signature positive ou négative. Par contre, on a des signatures qui semblent intéressantes, mais avec des cohortes toutes petites. Vous voyez là l'exemple de PHF6 et de 7D1B. Alors, il y a des publications intéressantes, mais sauf que les cohortes sont toutes petites, donc on aimerait bien accumuler des cas avant d'être bien sûr. Alors, il y a des signatures qui nous mettent beaucoup moins à l'aise. On en a parlé avec Camille juste avant. La signature des baphopathies, honnêtement, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette signature. C'est une signature qui n'est pas spécifique. Quand on m'envoie un variant aridin A qui a été sorti en panel alors qu'il n'y a pas eu d'étude pangénomique qui a été faite dessus, même s'il se reclasse côté rouge, je vais vous dire peut-être ça peut être ça, mais sauf qu'on n'a pas fait... Il y a peut-être un autre variant aridin B qui a été loupé, quoi. Donc
Ces signatures-là, enfin, on en a parlé, hein, ce sont les Bafopati et les Rubinstein-Tebi qu'on va regarder juste après. Pas à l'aise du tout. Donc on peut rendre un résultat de cluster, mais on va vous rendre un résultat classe 3+, en vous disant que compte tenu du peu de robustesse de la signature, on n'a pas du tout envie de faire un DPN sur ce variant. Donc là, c'est les signatures du Rubinstein-Tebi. Vous voyez que quand même, les clusters sont très très proches et on n'est pas du tout à l'aise. Et on attend donc le travail de Bordeaux pour affiner cette épisignature. Alors on a des formes familiales. On a 2 formes familiales. On a un patient de Martine et puis un patient de Toulon. Alors le patient Kabuki avait un variant qui était prédit à CMG classe 4-5. Le papa était porteur et le papa n'avait pas du tout les mêmes symptômes. Mais quand même, ils ont la même épisignature et en heatmap, ça sort de façon identique. Donc il y a des choses à creuser pour ces formes familiales. Et pour le patient de Toulon qui avait un variant KMT2A, c'est une petite fille qui avait une délétion des exons 32 et 33. Je n'ai pas le détail de la nomenclature. Toujours est-il que c'était un variant qui était hérité de la mère. La petite fille avait un Windmein-Steiner avéré, mais la mère, elle avait le variant et elle n'avait pas la clinique qui va avec. Elle était enceinte. Elle a mené sa grossesse à terme parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre dans les temps. On a été sollicité après 30 semaines d'aménorrhée. Et donc, elles clusterisent ensemble. Donc, il y a des choses à creuser sur les formes familiales parce que la signature n'est pas assez fine à ce jour. Donc finalement, en soins, c'est un test intégré qui permet de regarder très rapidement les CNV. Donc dans les tumeurs cérébrales, les délétions 1Q19P, on les voit super bien. On voit nos microdélétions, on les voit, on peut les confirmer par d'autres méthodes bien sûr. On voit les épivariants et notamment on peut s'en servir pour Fraxa, pour le Prader-Willi. Et puis on a des épisignatures qui commencent à se cumuler. Et donc la V4 d'épisigne, il y a plus de 100 signatures qui vont arriver. Alors plus ou moins robustes, mais ça c'est le problème de ces épisignatures. Donc ce qu'on aimerait faire, donc ça dans l'idéal, on aimerait faire un rendu de type tumeur cérébrale où on pourrait vous rendre le CNV, les profils de méthylation ciblés Fraxa, Prader-Willi et puis la classification en fonction des clusters disponibles. Alors pour info, aujourd'hui vous pouvez envoyer, puisque beaucoup d'entre vous envoient des patients à Bekim, vous pouvez envoyer des fichiers bruts. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer les ADN. Et les fichiers bruts, vous pourrez les partager avec la communauté française. Donc vous pouvez générer vos ACDAT avec le problème des effets batch dont a discuté Camille juste avant. Vous avez des plateformes de soins. Donc vous pouvez envoyer vos patients pour faire des puces épiques en soins, avec des cotations de soins. Vous n'avez plus besoin de payer sur vos frais, sur vos budgets de recherche. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez de votre fichier IDAT, mais vous pouvez le partager avec la communauté française. Et donc, vous voyez, il y a des plateformes épiques maintenant à peu près partout en France. Donc, renseignez-vous. Il y en a une à Angers, il y en a une à Toulouse, bien sûr Marseille, Grenoble, il y en a une à Strasbourg. Donc, on peut faire de la puce épique en soins aujourd'hui avec une cotation d'ACPA. Bien sûr, c'est une cotation qui est détournée, mais je pense que la société savante de somatique va faire la demande de cotation. Alors, juste pour conclure, aujourd'hui, l'idée, c'était de mettre en place l'infrastructure. Il fallait le rendre possible. Il fallait se faire l'expérience. On est en train de le faire. Maintenant, il faut que tout le monde adhère à cette vision. Je pense que ça commence à passer dans les mentalités. Et puis, travaillons ensemble dans le cadre du réseau français. On sera super content de travailler avec vous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Sophie. On note aussi que dans toutes ces interprétations, on fait référence en attente de résultats de génome. Et c'est vrai que quand ce sera une production systématique du génome dans ces diagnostics, ça permettra d'ôter à chaque fois un certain niveau d'incertitude. Génome avec interprétation SNV, CNV, variant de structure, pour être exhaustif. Des questions, le temps pour une question.
Merci pour ta présentation, Anne-Sophie. Donc, à partir du moment où tu envoies les échantillons et que tu fais une cotation RIHN dans le cadre du soin pour du diagnostic, donc ça veut dire que tu rends un compte-rendu diagnostic-soin au prescripteur en disant si ça reclasse ou pas la variation? Oui, tout à fait. Par contre, on devient extrêmement prudent parce que l'expérience fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de rendre des classes 2 directement. On va dire, vous voyez, ça ne clusterise pas avec les classes 4-5, mais prudence, ça reste du classe 3. Et puis, par contre, ceux qui clusterisent, on les rend en classe 4. D'accord. Donc, du coup, tu considères que tu as assez de données et c'est assez robuste pour pouvoir reclasser des variations en classe 4? Pour les signatures qui sont robustes et pour les signatures qui ne le sont pas, je les ai rendues en classe 3+, en disant je pense que ça contribue au faisceau d'arguments en faveur de ce diagnostic, mais je ne ferai pas de DPN dessus. Mais du coup, à partir du moment où tu rends compte rendu, tu peux coter en RIHN. Mais oui, tous nos collègues qui enverraient et feraient la cotation RIHN, il faut aussi qu'ils fassent des comptes rendus. C'est pas juste pour générer de la donnée et pour faire des projets de recherche. C'est juste pour vous épargner vos budgets de recherche. Ah oui, mais le RIHN, c'est pas fait pour c'est fait pour faire du diagnostic. C'est vous qui décidez. Vous pouvez l'envoyer. Non, mais vous décidez si vous l'envoyez à des collègues français qui vous rendent des comptes rendus ou si vous l'envoyez à. Alors, je vais interroger Claude pour avoir son avis si le RIHN sert à financer la recherche. C'est pas de la recherche là, c'est du soin. On reclasse des variants. Moi, je rends un compte rendu. Après, vous voyez à qui vous adressez. On a un peu d'expérience, les quelques oncogénéticiens dans la salle verront de quoi je parle. Effectivement, donc le RIHN, c'est la loi. Moi, je fais que dire la loi. La loi, le RIHN, c'est du diag. Ouais. D'un point de vue légal, envoyer des analyses à l'étranger pour faire du soin, c'est totalement illégal. Donc, vous les envoyez en France? Il faut l'avoir bien en tête. Donc, si des datas partent au Canada, sont analysées et que vous en servez pour faire le soin, vous êtes dans l'illégalité la plus totale. C'est ça. Donc, soit vous décidez que c'est de la recherche et vous payez sur vos budgets de recherche. Soit RIHN pour faire de la recherche. Non. Donc à vous de rentrer. Si vous voulez que ça rentre en soins, il faut que ça rentre dans le circuit français. Bon, je propose que Sylvie, on ne peut pas t'empêcher de poser une petite question. Mais... En fait, moi je découvre tout ça. Je n'y connais rien, mais je comprends pas. En fait. Je ne comprends pas qui fait vraiment la technique, parce que j'ai entendu tout à l'heure vous envoyer au CNRGH. Toi, tu fais la technique dans ton labo ou c'est l'interprétation que tu fais dans ton labo? Je ne comprends pas le circuit en fait. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait pas le wet lab. Et donc le wet lab va être mis en place à Sainte-Anne. C'est les micro-arrêts. Donc les micro-arrêts, l'idée c'est de faire une plateforme qui est cofraquée, où on va pouvoir rendre du résultat de tumeurs cérébrales. Parce que pour l'instant, les tumeurs cérébrales, c'était pareil, ça partait payé par des budgets de recherche. Maintenant, c'est du soin. Donc l'idée, c'est de monter la plateforme cofraquée avec... donc j'ai appelé mon ami Pierre Blanc pour savoir comment je pouvais accréditer Episigne. Et il m'a dit, non, il n'y a pas de souci, ça peut être dans le cofrac, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de faire le wet lab... sur place. Moi, aujourd'hui, le wet lab, il est fait à Amsterdam, qui est dans le réseau Episigne. Et en fait, moi, ça me permet de les envoyer au fil de l'eau. Vous avez compris qu'il y a un énorme problème d'effet batch et qu'il faut concevoir la conception les designs des plaques de façon un peu éclairée. Donc c'est toute la discussion qu'on a dans le réseau français de voir si on ne peut pas mutualiser ces analyses pour éviter ces effets batch et éviter d'avoir des études qui finalement, en accumulant les cas, on perd la signature, simplement parce qu'il y a un effet batch. Donc ça, c'est toutes les discussions du réseau français pour mettre en commun toutes ces analyses. Ouais, je pense qu'il faudra en discuter de tout ça et de l'implémentation en soi pour que ce soit surtout équitable, que les patients soient pris en charge de la même manière en fonction des endroits. Donc on va devoir passer au... C'est juste que faut vous souvenir que c'est comme une accumulation de données pour la sample FREC. En génome, vous accumulez les données pour la sample FREC pour votre déjà vu, ce qu'on appelle le déjà vu sur Imagine ou la sample FREC dans Sequan. En fait, quand on accumule les IDAT en France et qu'on a accès aux IDAT en France, ça permet d'accumuler du déjà vu.